Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triathlon au quotidien, le podcast qui vous emmène dans ma vie de triathlète ordinaire en quête de performance. Entraînement, organisation, nutrition, matériel et bien d'autres choses encore, découvrez chaque semaine mes réflexions autour du quotidien du triathlète. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de Triathlon au quotidien, l'épisode tant attendu du débrief de l'Ironman Kärnten-Klagenfurt Austria, je l'ai bien dit, qui a eu lieu le dimanche 16 juin dernier. Pourquoi tant attendu? Et parce que évidemment quand on s'entraîne pendant 10 mois et qu'a fortiori on le documente sur internet, ce débrief il constitue un petit peu l'aboutissement de beaucoup de travail que je suis heureux de partager. Aujourd'hui, je vais y aller chronologiquement et je vais essayer de retracer le plus fidèlement possible tout ce qui s'est passé, même si, vous le savez, si vous faites du triathlon, beaucoup de détails s'évassent assez rapidement de l'esprit pour laisser place à simplement un sentiment général. C'est pourquoi aussi je suis très content d'enregistrer ce débrief pour inscrire à jamais le maximum de détails dans le marbre et j'y reviendrai probablement plus tard dans ma carrière sportive. Alors accrochez-vous, l'épisode va probablement être un petit peu long parce que en quelques jours il s'est passé pas mal de choses. Démarrons donc quelques jours avant la course pour retracer vraiment tout ce qui s'est passé. Nous avons atterri avec ma compagne le jeudi en fin d'après-midi à Ljubljana. Nous avons loué une voiture pour nous rendre à Klagenfurt. Il y avait à peu près il y avait une heure et quart de route, rien de bien méchant. On arrive vers 18-19 heures à notre Airbnb. Et là, après avoir sorti toutes les affaires, je suis tout de suite parti faire une course à pied pour me débloquer. Alors c'était pas qu'un simple déblocage, puisque j'avais quand même prévu de faire un 4 x 1000 à allure Ironman, donc à savoir autour des 3 minutes 30 du kilomètre. Et la première bonne surprise, j'avais des super jambes, chose qui chez moi est assez rare quand je fais des déplacements de la voiture. C'est en particulier pour ça que je voulais, après l'avion, après la voiture, directement aller m'entraîner. C'est pour essayer de refaire circuler le sang, parce qu'en général, quand je fais pas mal de déplacements, les sensations sont très mauvaises, que ce soit le soir même ou même le lendemain. Je voulais éviter ça. Et là, effectivement, tout a très bien commencé ce jeudi. En plus, il n'y a même pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème pour les avions, il n'y a pas eu de problème pour la voiture. Donc, pour l'instant, ça a déroulé comme du papier à musique. Le vendredi, maintenant, levé assez tôt quand même pour aller faire l'enregistrement et récupérer le dossard, les sacs de transition et compagnie. Voilà, ça, je le fais assez tôt pour pouvoir me sortir tout ça de la tête et me préoccuper sur le reste. En plus, à 11 heures, pas loin du village Ironman, était organisée une reconnaissance de la partie natation, donc la natation qui se fait dans le magnifique lac qui borde Klagenfurt. Donc ça a été l'occasion pour moi d'enfiler la combinaison, d'aller tester l'eau. J'ai réalisé un aller-retour jusqu'au premier virage de la course, donc le premier virage qui est situé à 1250 mètres du rivage. Donc ça m'a fait 2500 mètres au total, donc avec un aller à allure course pour prendre des sensations et voilà, sentir un peu sentir comment ça se passait finalement, voir un petit peu au niveau de l'orientation, etc. Et puis un retour tranquille, alternant dos, crawl tranquille, un peu de brasse. Voilà. Idem que la veille, du coup, les sensations là sont excellentes. Je tiens une allure de 1,40 au 100 mètres. Donc voilà, je suis sur les bases du temps de 1h03 que j'espère. Et second avantage pour moi, on prend toutes les bouées main gauche. Et du coup, comme ma respiration forte est à gauche, je suis du bon côté pour m'y orienter. Je suis pas obligé de me contorsionner, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Seul bémol que j'ai pu noter à ce moment-là, j'ai l'impression que ma combi est un peu grande. Je sais pas, je sens de l'eau fraîche un peu circuler dans mon dos quand je nage. Je sais pas trop quelle incidence ça peut avoir sur la vitesse. Mais bon, de toute façon, à ce moment-là, j'y pouvais plus rien et le temps m'indiquait pas que je perdais spécialement que je perdais de la vitesse. Donc, bon, de toute façon, on va faire avec ce qu'on a à
ce moment-là, mais voilà, point à noter pour la suite. Passons à l'après-midi. Maintenant, donc vendredi après-midi, il est temps de remonter le vélo, de vérifier que tout fonctionne, que rien n'a été cassé pendant le déplacement. Et là, ça s'est un petit peu gâté au niveau des bonnes nouvelles. En effet, j'avais eu la brillante idée, j'insiste sur le côté brillant, d'emmener avec moi une clé dynamométrique. Alors pour les non-connaisseurs, il s'agit d'une clé où en fait on peut régler sur la clé directement le serrage qu'on souhaite mettre dans une vis, donc c'est une valeur qui est exprimée en newton-mètre. C'est un outil dont je me sers littéralement jamais, parce que c'est un peu fastidieux à utiliser, etc. Mais là je m'étais dit, c'est une course importante, ne laissons rien au hasard, faisons les choses bien. Voilà, on va serrer toutes les vis voilà, au newton-mètre près. Du coup je remonte mon vélo, je commence à serrer mes vis avec la clé, et là, paf, l'une des deux vis qui maintient ma direction à ma potence se pète en deux. Alors, je ne sais pas si c'était la vis qui était fragile ou si c'est la clé qui a déconné, mais à la fin, le résultat est le même. J'ai une vis relativement importante quand même, qui est à terre. Donc là, c'est le gros pic de stress. Je me retrouve avec qu'une seule vis sur deux pour tenir ma direction. Et avec la question tout de suite que je me pose, est-ce que je bouleverse mon programme, je prends le temps d'emmener mon vélo au réparateur, est-ce qu'ils auront le matériel pour extraire la vis, enfin la partie de la vis qui est restée coincée dans le pas de vis, est-ce qu'ils auront une vis de rechange, est-ce que ça vaut vraiment le coup, donc évidemment plein de questions dont je me serais passé, donc voilà, tout le monde le dit sur internet, tout le monde le dit tout le temps, mais je le redis, il ne faut rien tester le jour ou la veille de la course, même si c'est pour, entre guillemets, faire les choses bien. Du coup, ma décision a été de faire confiance en ma bonne étoile. La vis restante elle était bien serrée. J'ai testé un peu la direction, elle bougeait pas, donc je me suis dit je vais aller m'entraîner pour voir comment ça réagit. Donc là, vers 16h, je me suis lancé dans la reconnaissance du parcours vélo, enfin en tout cas des 50 premiers kilomètres de la boucle qui en comptait 90. Bon, premier élément rassurant, la direction a l'air bien serrée, la direction ne bouge pas, la route est bonne, l'asphalte est bon, donc il n'y a pas de vibration comme on peut avoir sur de mauvaises routes qui pourraient faire bouger le serrage et petit à petit dévisser la vis qui tient ma vie entre ses mains. Voilà. J'ai l'impression que je peux lui faire confiance à cette vis qui tient mon destin. Donc voilà, ma décision est prise, on va continuer comme ça avec une seule vis sur deux. Et deuxième élément sympa et rassurant, les jambes tournent bien. J'ai vraiment la pêche, malgré le coup de stress où j'avais peur que ça me coupe un peu les jambes. Voilà, là pour le coup ça va bien. Donc plutôt la banane, plutôt le moral sur ce parcours. Sur les éléments un peu moins rassurants, je confirme sur le terrain que le parcours est vraiment vallonné et que pour le coup ça va être très très technique dans la gestion de l'effort entre les montées, les descentes, les faux plats, etc. Et deuxième point, quand le vent s'en mêle, ça rend la course évidemment un peu plus difficile. Et sur l'une des portions du tour qui est assez exposée, là aux alentours du 40e kilomètre ou du 30 ou 40, ça rend cette portion assez compliquée, pareil, avec l'interrogation de savoir si c'est une portion où il faut vraiment mettre des watts pour contrecarrer le vent ou s'il faut plutôt s'économiser. Donc un peu difficile à réfléchir. Voilà, bon, je finis mes 50 km, bon, je fais une petite pause et puis je finis le repérage des 40 derniers kilomètres dans la voiture. Alors ces derniers 40 km, sur le papier, il semblait facile car voilà, hormis une bosse de 2 km qui est la deuxième grosse difficulté répertoriée du parcours, c'était plutôt un dénivelé descendant, le dénivelé négatif plus important que le dénivelé positif sur la dernière partie, mais en réalité ça comportait encore des belles difficultés, et puis finalement c'est un parcours qui
je dirais, comme on dit, qui est mal plat, quoi. Il est jamais réellement plat. C'est toujours soit ça monte un peu, soit ça descend. On prend une grande descente en virage à gauche et puis on prend un petit radar comme ça. Donc voilà, il y a encore des belles difficultés à ne pas sous-estimer sur la fin de ce parcours. Donc résultat des courses, le vélo tourne, les jambes aussi, mais très concrètement, je me pose encore et toujours la question de savoir comment je vais réussir à envoyer 5h10 sur circuit qui me paraît quand même vraiment difficile et exigeant. Du coup, place enfin au samedi pour terminer cette longue introduction d'avant-course. Briefing en anglais à 9h pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. 35 minutes de footing avec quelques accélérations. Moi, j'aime pas rien faire la veille de la course. J'aime bien quand même aller courir, transpirer et bouger un peu. J'avais un poil moins de sensations que l'avant-veille. Ça répondait un petit peu moins bien. Alors, toujours pareil, est-ce que c'est le stress de la course qui commence un peu à agir? Est-ce que c'est la sortie de vélo de la veille qui avait peut-être un petit peu trop poussé parce que justement j'avais de bonnes sensations? C'est sûrement un peu des deux. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Après, voilà, un déjeuner rapide. Je suis allé déposer le vélo et les sacs de transition en début d'après-midi pour avoir l'ensemble de l'après-midi pour on est allé un petit peu se balader et puis se reposer par la suite. Je profite que je parle des transitions pour faire un rappel utile à tous ceux qui déposent leur vélo la veille des courses, ce qui est obligatoire sur la plupart des Ironman. Même s'il ne fait pas trop chaud, je dirais que faut le faire de manière systématique, mais c'est particulièrement vrai quand il fait chaud ou qu'il y a le soleil, où le soleil est un peu fort. Il ne faut pas oublier de dégonfler ses pneus lorsqu'on laisse son vélo sur la zone de transition, sous peine de les retrouver explosés le lendemain matin. Voilà, à cause du soleil qui tape dessus et de la chaleur, la pression dans le pneu augmente et à force d'avoir ça toute l'après-midi, et ben le pneu peut exploser. Donc dégonflez vos pneus pour les regonfler le matin de la course, ça vous évitera un gros coup de stress le matin à 6h, comme j'ai pu en voir certains qui se retrouvent un peu impuissants avec leurs deux pneus ou leur chambre à air explosée et qui cherchent des solutions un peu last minute. J'avais prévu que cet épisode serait un petit peu long, évidemment. Je suis parti sur un roman, mais j'ai vraiment l'envie de partager un maximum de détails également pour moi, pour me souvenir un petit peu de tout ça, pour me servir de pense-bête. Mais là, voilà. On arrive, place à la course, le jour J, dimanche 16 juin, levé 3h45 pour finir mon petit déj autour des 4h15. Voilà, l'idée c'est d'avoir entre 2h30 et 3h de digestion, qui est le temps qui me convient à moi. On dit souvent qu'il faut 3 heures. Moi, je réagis plutôt bien avec entre 2h30 et 3h. Donc, si je peux gagner 15 minutes de sommeil, on prend. Puis voilà, après, c'est temps calme jusqu'à 5h, tranquillement, essayer de penser à autre chose. Puis, direction le parc à vélo pour faire les derniers réglages. Mauvaise surprise, alors qu'on nous prévoyait un temps radieux. Là, il pluviote sur Klagenfurt au matin de la course. On sent qu'il a plu, il a dû pleuvoir une bonne partie de la nuit. Au petit matin, ça allait un petit peu mieux. C'était pas réellement prévu. Donc voilà, j'arrive au parc, j'essuie un peu le vélo tant bien que mal. J'avais pas réellement prévu d'équipement pour essuyer. J'essuie la transmission. Voilà, je vérifie que tout fonctionne. J'avais eu la bonne idée, je pense, même si je pense pas que ça aurait posé de problème, de mettre un petit scotch sur là où je clippe la batterie de mon dérailleur. Comme ça, je suis sûr que ça a pas pris l'eau pendant la nuit. Donc voilà, après ces dernier repérage de où sont mes sacs, voilà, je compte les allées, repérage de où est le vélo pour pas avoir à chercher comme à Ourtin, c'est assez clair dans ma tête, pas de problème, regonflage des pneus, mise en place du compteur, mise en place de la nutrition, des boissons, et à partir de 6h, départ
pour la natation, pour aller d'abord s'échauffer avant le départ. Bon, la transition, le parc à vélo est un petit peu loin du départ natation, il y avait 10 minutes à pied qui séparaient ce parc du départ, et vraiment sur ces 10 minutes, là c'est le stress. Là j'ai pris une... Autant jusque là ça allait, autant là j'ai pris un pic de stress, je commence vraiment à paniquer, à ressentir l'enjeu, à mettre la pression de bien faire face à un objectif auquel je pense quotidiennement depuis 10 mois, la pression de ne pas décevoir ma compagne, de ne pas décevoir ma famille, mes amis, voilà, qui croient en moi et à qui j'ai vendu cette épreuve, à qui j'ai vendu ce rêve de succès que je nourris depuis des mois, mais même un peu plus largement depuis des années. Donc là, c'est un peu la panique. Je sais plus trop où je suis, je marche un peu comme un robot. Et heureusement, alors, quand je me rapproche du lac, je retrouve ma compagne au départ, qui voilà, trouvera les bons mots pour faire baisser un peu la pression. On va papoter un petit peu pendant que je mets ma combi. Voilà, ça fait descendre le niveau de stress, le fait de pouvoir parler à quelqu'un qui nous rassure, etc. Donc voilà, ça m'a fait du bien. J'ai eu ce petit pic et voilà, maintenant direction l'échauffement. J'étais pas spécialement en avance, hein. Je commence mon échauffement à quelques minutes à peine du départ des professionnels. J'ai fait quelques dizaines de mètres dans l'eau, pas grand-chose. J'étais encore un peu perdu. J'ai pas de plan d'échauffement particulier. Idéalement, j'imagine qu'il faudrait que je fasse à peu près la même chose que ce que je fais en piscine, mais le matin de la course est toujours un petit peu différent. Donc voilà, je fais quelques longueurs, un échauffement articulaire, un peu, ouais, j'essaie de mettre un peu de rythme, un échauffement respiratoire. Voilà, mais rien de très très méchant. Je sais pas si ça joue derrière sur la performance, mais voilà, le temps presse un peu, donc je suis resté maximum 5 minutes, peut-être 6 dans l'eau, avant de me diriger vers le départ. Donc voilà, c'est peut-être un point à retravailler dans le futur, plus être prêt, voilà, avoir un plan d'échauffement particulier, même si c'est pas toujours facile parce on peut pas aller dans l'eau, on peut pas aller dans l'eau sur toutes les courses Ironman. Petite parenthèse sur la combinaison dont je parlais un petit peu avant. Là, du coup, je l'avais un petit peu moins tiré, j'avais un peu moins tiré dessus, hein, un peu moins tiré vers le haut. Et pour le coup, j'avais l'impression que l'eau ne rentrait plus dans mon cou. Donc c'était peut-être juste une question d'ajustement à ce moment-là. Donc, je me dis bon bah c'est cool, je vais peut-être gagner quelques secondes grâce à ça. Donc ça y est, après cet échauffement, c'est le départ. Voilà, je suis parti un peu après 6h45, 6h, enfin, aux alentours de 6h50. Stratégiquement, j'avais prévu de partir à la fin du SAS de ceux qui estimaient faire moins d'une heure en natation. Il y avait plusieurs SAS, moins d'une heure, 1h05, 1h05, 1h10, etc., etc., jusqu'à plus d'1h40 ou plus de 2 heures, je sais plus. Mais l'idée, c'était pour moi de partir à la toute fin du SAS moins d'une heure, pour me retrouver avec des gens légèrement plus forts que moi. En fait, me retrouver entre les gens qui veulent faire moins d'une heure et les gens qui veulent faire une heure, une heure deux, quoi. Donc ça me permettait de me retrouver, voilà, d'essayer de bénéficier finalement du tempo des gens qui allaient aller un petit peu plus vite que moi. De deux, ça me permettait de pas attendre trop longtemps sur la zone des départs, parce qu'une fois qu'on est échauffé, une fois qu'on est mouillé, une fois que les gens commencent à partir, bon bah moi j'ai envie d'y aller, hein, j'ai pas envie de patienter 30 minutes à faire la queue pour attendre de partir. Et troisième point, pour moi partir le plus tôt possible c'était intéressant car j'avais anticipé que le vent pouvait forcir au fur et à mesure de la matinée, en tout cas ce que j'avais observé sur les relevés météo des jours et des années précédentes. Voilà, pas de vent le matin et puis un vent qui forcit au fur et à mesure de la matinée, donc au plus vite je partais, au moins j'avais à gérer ce paramètre. Donc voilà, top départ. Le départ se fait ce qu'on appelle en rolling start, hein, donc 4 par 4 à 4 secondes d'intervalle. Donc je m'élance sur la natation et voilà, le rolling start pour le coup c'est un régal, pas de bagarre dans l'eau, j'arrive rapidement à poser ma nage. Je m'engage réellement dans l'effort, je suis concentré sur mon effort, j'essaie de suivre les pieds qui me dépassent.
glace. Je reprends rapidement quelques grappes de coureurs, de nageurs, pardon. Donc tout cela a l'air de bien partir. Le parcours est hyper facile. Il y a 2 virages, il y en a un au bout de 1250 mètres, il y en a un autre 450 mètres après, puis c'est retour vers le rivage, 1200 mètres, et les derniers 900 mètres, on s'engouffre dans un canal pour rejoindre la transition. Mais là, en arrivant à la première bouée, à 1250, au premier virage, j'ai quand même l'impression que le temps était un peu long, surtout par rapport à la veille, donc à l'avant-veille où je m'étais échauffé. Et là, je me pose la question de si je suis vraiment dans le coup. J'avais pas l'impression de me traîner, puisqu'en plus je rattrapais des gens qui sont censés être dans le sas moins d'une heure, mais bon, je commence un peu à me poser des questions. Donc ce questionnement, il va laisser place à quelques centaines de mètres. Je me suis un peu déconcentré parce que j'ai essayé de faire des calculs dans ma tête pour savoir combien de temps je devais passer au second virage, si j'étais dans les temps, etc. J'avais envie d'avoir une boucle de rétro-contrôle finalement. Et du coup, je fais mes calculs rapidement et résultat, il faut que je passe au deuxième virage à 28 minutes 30 si je veux viser mon 1h02 et 30 secondes que j'avais fait en piscine. Bon, ça, c'est à peu près à la louche, hein, ça reste des calculs faits en nageant, mais ça collait à peu près. Et là, du coup, je passe au deuxième virage, je regarde ma montre, et là, le verdict tombe, je suis à 31 minutes 30, 3 minutes de plus que ce que je devrais faire. Donc bon, à la rue complet hein, sur l'objectif. Ça me met un petit coup sur la tête, mais j'arrive à me remobiliser, car de toute façon, en natation, on peut pas s'arrêter, hein, donc il faut bien finir. C'est que le début de la course, donc faut pas se laisser aller, il faut y aller. Et soi-disant, il y avait un courant favorable dans le canal. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit au briefing. Bon, arrivé au canal, je vais décevoir tout le monde, il y a 0 courant. J'ai juste senti la houle générée par tous les athlètes autour de moi dans ce petit canal étroit. Voilà. Mais j'essaye de finir fort. Je me dis, bon, au cas où il y a un courant, autant accélérer. Bon, j'arrive à la sortie de l'eau. Résultat, à la montre, c'était un peu mieux, mais au compteur Ironman, c'est 1h05 et 57 minutes. Donc c'est 1h44 au 100 mètres. C'est toujours mieux et bien mieux que ce que j'avais fait à Nice et à Deauville avant. Mais voilà, déçu quand même de ne pas avoir su transférer en eau libre les progrès que j'avais pu constater en piscine. Et un point d'interrogation du coup sur le fait d'avoir moins tiré sur ma combi. Est-ce qu'en tirant moins sur ma combi, j'ai limité ma mobilité d'épaule? Voilà, je pouvais peut-être pas aller chercher aussi loin, je sais pas. Je le saurai probablement jamais. Mais voilà, ça sera, c'est un point d'interrogation, côté combi. Ça me fait un 458e temps au classement général sur les 2800, 3000 partants annoncés. Alors c'est pas si mal en termes de classement. Mais dans mon plan qui était le mien, je pars quand même avec un petit peu de retard. Ensuite, du coup, j'attaque la randonnée. Alors la randonnée, à savoir la transition, hein, qui était d'une longueur vraiment incroyable. Alors, on le voyait sur le plan, mais en vrai, c'est encore plus flagrant. On court pendant, je pense, 250-300 mètres hein, avant d'arriver au parc à vélo. Mais bon, après, à part ça, ça déroule plutôt bien. Hein. Je prends le temps de mettre chaussettes, chaussures au niveau de mon sac de transition. Et puis voilà, c'est le moment de s'élancer sur ce fameux parcours vélo qui me fait si peur depuis 10 mois. J'ai mis 5 minutes 27 du coup sur la T1. On peut toujours faire mieux, mais je m'attarde pas trop dessus. À l'exception près que du coup je mets encore mes chaussures au niveau de mon sac. Parce que je n'étais pas entraîné tout simplement à mettre mes chaussures pendant que je roule. Je sais que les meilleurs en transition font ça évidemment. Je l'ai vu de nombreuses fois, ça me paraît pas sorcier à faire, mais comme je l'avais pas testé, voilà, je reviens à ma première, enfin l'une des premiers enseignements. On ne teste pas le jour de la course quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc voilà, quitte à courir un peu moins vite parce qu'on a les chaussures, je préfère assurer le coup.
Place donc au vélo. 2 boucles d'un peu moins de 90 km. Je m'élance avec une petite sensation de jambes lourdes qui me pousse à me dire que je suis peut-être pas dans ma meilleure journée. Après, bon, malgré cela, voilà, position aéro. J'essaye de faire ma place, je tiens mes watts cibles dans les parties montantes, donc entre 270 et 290 watts. Je suis un peu en dessous de ma cible, autour des 220 watts sur les parties plates, du fait de cette sensation un peu pas terrible à la sortie de l'eau. J'essaie d'être le plus rapide possible dans les descentes et de pas perdre trop de temps. Voilà, petit coup d'œil à ma vis de direction pour m'assurer qu'elle ne se desserre pas avant de plonger dans une descente à 75 km/h en position menthe religieuse sur les prolongateurs. Bon, pour le coup, voilà, ça a l'air de tenir, donc c'est quelque chose que j'ai balayé assez rapidement de mon esprit. Je me suis pas trop concentré dessus, juste quelques coups d'œil par-ci par-là pendant la course. Je me retrouve assez rapidement là au bout de 15-20 km dans un groupe d'une vingtaine d'athlètes qui semble avoir un niveau relativement homogène avec le mien. Évidemment, petit coup d'œil autour de moi, je vois qu'un seul 30-34, un Français d'ailleurs avec qui j'échangerai quelques mots plus tard. Donc il y a deux possibilités, soit tous les 30-34 sont devant, soit c'est moi qui suis devant. Bon, ça évidemment on le saura que un peu plus tard. Une fois les 30 km passés, voilà, les jambes ça commence à tourner. Je me sens beaucoup plus à l'aise et en particulier dans les difficultés, dans les deux grosses difficultés du parcours, les deux, on va dire les deux bosses répertoriées comme réelle difficulté, une d'1 km et une de 2 km, aux alentours de 7% de moyenne. Et sur ces difficultés, je distance assez facilement mes compagnons, là, mon groupe de bonhommes, sans me mettre dans le rouge. Donc voilà, de bonnes sensations dans ces montées. Malheureusement, un peu après, sur les portions plus avantageuses de la deuxième partie du parcours, je me vais me faire rattraper par ce groupe de 15-20 coureurs. Le premier tour du coup arrive à sa fin et ce groupe de 15-20, je le vois voilà, finalement s'envoler devant moi en draftant comme des gros cochons, hein, on va le dire, sur les 10 derniers kilomètres. Les 10 derniers kilomètres en faux plat descendant, un peu étroit, assez favorable au drafting. Et voilà, moi ce que je me dis tout de suite, c'est que bon, ok, j'arrive à les distancer dans les difficultés, mais derrière évidemment si ça draft, ça revient assez facilement sur moi. Voilà, moi du coup, comme à mon habitude, je reste à mon allure, je respecte les règles. Voilà, je pense que ma bonté me perdra un jour, hein, mais typiquement je voulais vraiment pas entacher cette course qui me tenait à cœur et que j'attendais depuis longtemps par un carton. Donc voilà, à la même manière Courtin, je prends mes distances et je laisse le groupe partir. Voilà, à coup de quelques kilomètres heure de plus, ça va assez vite. J'arrive au demi-tour pour attaquer le deuxième tour, et ce que je soupçonne depuis quelques kilomètres déjà va se confirmer. Je suis en train de faire une sacrée perf. Voilà. C'est aussi pour ça que je prends avec un peu plus de philosophie mes compagnons drafteurs, c'est que j'étais vraiment en train de faire une sacrée perf. Je boucle le premier tour en 2h30 tout pile, 35,5 km/h de moyenne, prêt à repartir et du coup automatiquement sur une base de 5 heures, hein, si on fait juste si je fais exactement le même deuxième tour, on est sur une base de 5 heures, et donc là je suis quand même vraiment content. En plus la nutrition passe tout seul, mes 90 grammes par heure, vraiment ça passe nickel. J'ai même accéléré un petit peu la prise d'alimentation parce que je sentais un petit creux dans mon ventre, voilà, et c'est le genre de signal qui me dit que voilà, il faut que je comble un petit peu, donc je pense que j'ai même fait un petit peu plus que 90 grammes par heure, et ça passe tout seul, donc voilà, je suis confiant sur le fait que je vais continuer à avoir de l'énergie sur la suite de la course. Sur le deuxième tour du coup de cette course, deux changements majeurs. Le premier, c'est que je me retrouve beaucoup plus seul qu'au premier tour. Alors ça me permet de gérer ma vitesse sans être constamment en train de devoir me calquer sur les autres. Personnellement, je préfère, même si je bénéficie sûrement d'un peu moins d'abri. Mais voilà, c'est quelque chose, moi,
ça me permet d'avoir une meilleure gestion, je trouve, de mes montées, de mes descentes, de mes portions de plat. Et le deuxième changement, c'est le temps, puisque alors que il y avait plutôt eu des éclaircies sur la natation, on avait pris quelques petites gouttes sur le premier tour, mais là il se met vraiment à pleuvoir. Voilà, de manière très importante. La chaussée à être détrempée, donc ça m'incite à prendre un peu moins de risques dans les virages, un peu moins de risques dans les descentes. Après, la pluie, c'est pas désagréable à proprement parler. C'est plutôt quelque chose qui me dérange pas si l'air ambiant est pas trop froid. Et puis au moins, je suis sûr d'éviter la surchauffe que j'ai pu avoir à Nice. D'ailleurs, je me suis beaucoup plus entraîné en région parisienne sous la pluie que sous la chaleur, donc finalement ça tombe plutôt bien. Donc je prends cet épisode pluvieux et orageux avec philosophie. Sur ce second tour, je rattrape aussi à chaque montée mes compagnons du premier tour, là ceux qui s'étaient un petit peu envolés. Je reconnais les trifonctions. Voilà, j'ai l'impression que qu'eux aussi accusent un petit peu le coup. Ils sont un peu plus, le groupe est un petit peu plus éclaté, un peu plus dispersé sur la longueur. Donc voilà, ça me donne du bonhomme au cœur, je les reprends. Je reprends au passage quelques 30-34, voilà, ce qui ne gâte rien au plaisir de cette seconde boucle sur un parcours qui est vraiment magnifique. Je dois le mentionner, même s'il y avait des nuages, etc., etc. C'est un très très beau parcours de vélo quand on prend le temps de lever la tête 5 minutes et d'apprécier le paysage. Au sommet de la dernière grosse difficulté, il me reste 35 km, du coup à nouveau plutôt favorable. À ce moment-là, voilà, je fais quelques petits calculs. Je sais que ça va être compliqué pour les 5 heures. Je suis un peu moins rapide sur ce deuxième tour que ce que je l'étais au premier, mais voilà, je devrais pas être trop loin. Et voilà, 35 km avant la fin du vélo, c'est le moment aussi où on commence un peu à penser à la transition, à la suite, vérifier qu'on s'alimente bien, etc., etc. Mais voilà, toujours dans un plutôt bon mood et tout se passe bien. Mais là, à nouveau, mon enthousiasme vient un peu être douché par mon groupe de copains qui revient dans ma roue. J'ai vraiment l'impression qu'on est reparti pour le même cinéma qu'au premier tour. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans les montées, le groupe se rapproche, ça forme une espèce de boule qui est gênante, enfin qui me ralentit parce qu'il monte moins vite que moi. Et sur le plat et sur les descentes, ça draft. Alors ça draft pas allègrement, mais enfin, voilà, c'est très décousu et c'est très gênant pour vraiment se mettre dans son rythme, donc constamment en train d'essayer d'esquiver les gens, etc. Bon, c'est pas très très agréable. En plus d'être à la limite, on va dire, de la légalité. Mais là, une moto est venue mettre son nez dedans. Et ça, c'était plutôt pas mal. Elle n'a pas donné de carton à ce groupe, parce que comme je disais, on n'est pas dans du drafting caractérisé. Mais par contre, elle est vraiment restée, je pense, une bonne dizaine de minutes avec le groupe pour vraiment les remettre au pas. Donc chacun à 12 mètres les uns des autres. Et du coup, j'en ai profité pour m'échapper du coup à la faveur d'une montée. Voilà, je me suis mis à gauche et j'ai remonté l'ensemble du groupe pendant que la moto arbitre faisait respecter l'ordre. Et du coup, ça m'a permis de prendre le large par rapport à ce groupe que j'ai plus du tout revu par la suite. Donc voilà, la justice existe et c'était plutôt sympa de voir cette moto arriver. Donc voilà, je finis la course voilà, concentré, content. J'arrive à la T2, résultat 5h06 et 11 secondes, 35 km/h tout pile, 218e temps au classement général. Donc je suis vraiment très content de ma perf en vélo. Honnêtement, j'y croyais pas une seule seconde. Je me disais que dans un très bon jour, je ferais entre 5h10 et 5h15. Donc là, avec un 5h06, j'étais vraiment très très content et voilà, vraiment il n'y a pas grand chose à dire, j'étais très très satisfait de mon parcours vélo. Côté data, je fais 210 watts moyen, 240 normalisé, donc à peu près au niveau des watts normalisés, à peu près ce que j'avais prévu. J'ai prévu entre 230 et 240. Au niveau des watts moyens, c'est un peu bas, mais il y a quand même pas mal de descentes ou de parties où c'est difficile de mettre plus de watts, où j'avais plutôt peut-être tendance à me reposer.
145 battements par minute de moyenne, je pense que c'est là où je dois me situer. Ça doit être à peu près là où ce que j'avais imaginé. Et un score de stress, donc un TSS de 300. Donc pareil, on est exactement dans les clous de ce que je m'étais fixé et je fais un super temps. Donc là, normalement, il n'y a rien qui m'empêche de faire un bon marathon. La T2, ça va le vite. Je sors du parc avec, du coup, à ma montre, 6h20 de course. Donc finalement, j'ai rattrapé sur le vélo le temps que j'avais perdu en natation et sur les transitions. Et du coup, je suis toujours dans mon objectif finalement de 9h30 si je tiens mon marathon en 3h10. Donc quoi, c'est maintenant le départ pour le juge de paix de cet Ironman. Et là, il faut évidemment tout donner. À la sortie de la T2, je croise rapidement ma compagne qui là m'indique que je suis 37e de mon groupe d'âge sur la partie vélo. Information que je digère assez bien. Je m'attendais pas à être dans les premiers, dans la mesure où j'avais vu très peu de 30-34 sur le vélo et qu'il était peu probable que les meilleurs soient tous derrière moi, compte tenu de ma natation décevante. Par contre, c'est vrai que je ne m'attendais pas à être au-delà de la 20e, 25e place. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de vélos dans le parc au moment où j'ai déposé. Donc voilà, surpris, mais pas étonné et pas, je suis pas tombé de mon piédestal. Voilà, au cas où j'en doutais encore, il y a du monde sur cette course et il y a du beau monde surtout. Il y a vraiment un sacré niveau et en particulier dans ma catégorie. Je pars donc sur le marathon sans ambition de classement, on va dire. Je me dis pas qu'il faut que je me mette dans le rouge ou quoi. Je pars avec l'objectif de tenir mon plan de course, donc 4,25, 4,30 par kilomètre. L'idée, c'est d'aller chercher un 3h10 et la barre des 9h30. Les premiers kilomètres déroulent bien, toujours un peu rapide avec l'excitation du début. Je découvre ce parcours qui est composé de deux boucles de 21 km. Voilà, et je me cale voilà, au bout d'un kilomètre et demi, là, vraiment à mon rythme. Rapidement, malgré tout, je sens que ce marathon va être peut-être un peu pénible. J'attrape assez rapidement des crampes d'estomac, j'ai du mal à me concentrer sur ma vitesse parce que j'ai des maux de ventre vraiment qui me quittent pas. Je sais pas trop d'où ça vient. J'ai aussi très soif et ça va avec le fait que j'ai pas envie de manger. Donc vraiment, d'un coup des sensations physiques vraiment pas terribles qui contrastent finalement avec mes jambes qui déroulent plutôt bien. Enfin, j'ai vraiment des bonnes jambes, c'est vraiment le reste du corps qui m'envoie des mauvais signaux. Donc je crains un peu une déshydratation parce que peut-être qu'avec la pluie j'ai pas assez bu. Je sais pas trop, donc voilà, j'essaie de boire au maximum sur les premiers ravitaux, sans trop m'arrêter, enfin sans m'arrêter du tout même. Voilà, je me force aussi à manger, à continuer sur mon plan de nutrition, malgré le fait que je sois écœuré, parce que voilà, faut pas que je m'épuise en sucre. Je suis parti sur une base de 90 grammes par heure. Si je m'épuise et si j'épuise mon stock de sucre, enfin voilà, au début du marathon, c'est explosion en bonne et due forme, et ce assez rapidement. Donc voilà, je me force vraiment à m'alimenter, même si à chaque fois que je prends un gel, je suis un peu, voilà, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, pour cette gêne, elle me commence quand même malgré tout à me faire ralentir, hein, parce qu'évidemment, on pense, c'est gênant, on se demande ce que c'est, etc. Je suis vraiment en réelle lutte dès le 3-4e kilomètre, hein, vraiment pas long après le début. Et du coup, voilà, j'essaie d'un peu de m'auto-distraire, de penser à autre chose, de m'inonder de pensées positives. Je profite d'un athlète, il y a un athlète qui m'a dépassé, qui courait à mon allure cible. Là, j'ai regardé un peu ma montre, je me suis calé juste derrière lui. Et en fait, je me suis dit, je vais profiter de son allure, je vais profiter, je sais qu'il court à la bonne allure, donc je vais profiter de lui, je vais profiter de son allure pour que je puisse me détacher de mes sensations, de ma montre, et attendre que l'orage passe, orage au propre comme au figuré, on s'est repris une très très belle averse sur le début de ce marathon, c'est à noter.
Voilà, ce petit manège là d'essayer de m'hypnotiser grâce à mon compagnon meneur d'allure, ça va durer entre le 7e et le 15e kilomètre à peu près. Ça a été quand même un long purgatoire, hein, cette partie. Mais voilà, mon compagnon du coup meneur d'allure s'arrête à un ravito. Voilà, et moi je décide de poursuivre et puis finalement je me rends compte que voilà, ça commence à aller mieux, le passage à vide semble être passé. Donc je finis ma boucle et je passe au 21e kilomètre en 1h35. Donc dans les temps, hein, malgré ce tour pénible. Sur le deuxième tour, pas grand chose à ajouter. Là, les jambes commencent quand même un petit peu à faiblir petit à petit. Voilà, je ralentis, ça me laisse un peu impuissant. J'ai mon objectif qui s'éloigne, mais bon, je continue à me battre, je continue à me bourrer de pensées positives. J'essaie de profiter de ce dernier tour et du passage au cœur de la ville de Klagenfurt qui est magnifique voilà, pour quand même profiter. On est quand même sur un loisir, hein. On vient de loin, on découvre des nouvelles villes, des nouvelles régions, donc c'est bien aussi voilà, comme sur le vélo, de relever un peu la tête et de profiter. Il y avait une sacrée ambiance malgré le temps maussade. Donc voilà, les 10 derniers kilomètres, j'essaie d'en profiter. Sur les 5 derniers, je me bats vraiment, malgré là, toutes les douleurs, voilà, le ventre, les jambes, voilà, vraiment le corps qui en peut plus. Arrivé vers la fin, on fait un premier passage vers les tribunes où là, voilà, les frissons montent d'un cran et la vitesse aussi, bizarrement, on oublie un petit peu tout. Euh, Virage à gauche, demi-tour, et là ça y est, la finish line, le mythique You Are an Iron Man qui résonne, et je termine la course du coup en 9h39 et 38 secondes, avec un marathon en 9h19 et 21 secondes. Je fais le 135e temps au marathon et ça me donne un classement général de 141e sur 2805 finisher, je pense, et une 30e place en 30-34 sur 413. Donc là, évidemment, c'est fini, c'est la fête. Il y a la médaille, il y a même une tireuse à bière directement après l'arrivée, c'est génial, hein. L'hospitalité autrichienne est là. Je reprends mes esprits et je réalise petit à petit que ça y est, c'est fini. Cette ligne d'arrivée que j'ai tant imaginée, elle est passée. Et je réalise surtout que j'ai fait une super perf, pardon. J'avais dit dans l'épisode précédent que 9h30 c'était sûrement mon niveau, mais que ça voulait pas dire que ça allait être facile à délivrer, que si c'était finalement mon meilleur niveau sur Ironman, ça allait pas forcément être facile. Donc là, je sors un 9h39 avec un vélo dont je suis hyper fier, hyper content. Un marathon où j'aurais tenu réellement tout le long, j'ai pas craqué, j'ai pas eu de gros coups de mou, et ce malgré un début délicat à gérer, mentalement en particulier, le fait de pas s'arrêter et de continuer à s'alimenter malgré le fait que ça aille pas, c'était un vrai défi. Tout ça, ça me fait un peu oublier la natation qui était peut-être pas à la hauteur de ce que j'attendais, et un classement de groupe d'âge évidemment un peu décevant sur le papier. Mais voilà, je suis en paix avec moi-même, je suis satisfait et je me satisfais de ce résultat. Je suis content d'avoir fait ce qui, voilà, pour le commun des mortels, reste une super perf. Je suis content de l'avoir fait avec toutes les contraintes que j'ai eues au cours de cette prépa et que j'ai retracées dans les différents épisodes de triathlon au quotidien. Voilà, faut pas oublier que c'est aussi pour moi un record personnel sur Ironman. C'est 2 heures de moins qu'à Nice, un an avant en 2023. C'est 1h10 de moins qu'à Deauville en 2021. Donc même si pour moi ça me semblait normal cette perf parce que j'ai la tête dans le guidon, je sais que je me suis entraîné dur, etc. Voilà, la performance reste, je pense, impressionnante quand on prend un petit peu de recul, et rapidement je me dis que ce serait tout simplement bête d'être déçu d'un 9h39 sur Ironman. Donc voilà, je savoure. Je rejoins ma compagne, je retrouve mon téléphone avec les dizaines et une dizaine de messages de mes amis, de ma famille. Tout ça fait évidemment très chaud au cœur, ça me redonne encore plus envie de savourer.
Donc voilà, place à la fête. Après avoir récupéré mes affaires, j'ai pris le temps d'encourager quelques athlètes qui débutaient leur marathon. Je suis rentré prendre une bonne douche et puis on est revenu sur la finish line pour manger un morceau et puis pour surtout encourager un maximum de personnes et un maximum de tous ces Ironman, des plus jeunes aux plus vieux, qui continuent à finir au fur et à mesure et qui affrontaient ce marathon. Voilà, on n'a pas tenu jusqu'au dernier finisher, vers 22-23 heures. Ça a été le retour à la maison pour se coucher, mais voilà, mais surtout pour s'endormir avec le sentiment du devoir accompli et des étoiles plein les yeux. Voilà, cette course, à nouveau, je l'ai pas beaucoup mentionné, mais cette course, elle est magnifique et je la recommande vivement à tous ceux qui voudraient vivre une très très belle expérience sur Ironman. Donc voilà, ça aurait pu être voilà, la fin de l'aventure et la fin de ce podcast, hein, par ailleurs. Mais évidemment, je peux pas clôturer cet épisode déjà très long. Je m'en excuse, sauf pour ceux qui seront en sortie longue éventuellement. Sans parler de ce qui s'est passé ensuite. Le soir même, j'ai hésité longuement à aller à la cérémonie des récompenses du lendemain, le lundi. Pour moi, avec une 30e place de groupe d'âge et 4 à 5 slots, c'était mort de toute façon. Et je me suis surtout dit que on pouvait probablement mieux utiliser notre temps avec ma compagne, notre temps du lundi matin, pour aller faire un peu de tourisme ou autre, et pas aller cramer au soleil pendant 3 heures sur la finish line. Bon, malgré cette hésitation, voilà, après discussion avec ma conjointe, elle m'a encouragé et puis on s'est dit que quitte à être là, fallait aller jusqu'au bout du truc et que au moins on pouvait aller voir comment se passait une cérémonie des récompenses pour être prêt la prochaine fois. Donc du coup, après avoir rendu l'Airbnb, direction la finish line le lundi midi. Et donc du coup, faut savoir que quand on arrive à la cérémonie des récompenses, on doit s'enregistrer, faire savoir qu'on est là, et on découvre pour la première fois le nombre réel de slots attribués par catégorie pour les championnats du monde. Parce qu'en fait, ce nombre de slots, il est calculé proportionnellement au nombre de finishers dans la catégorie. Et donc quand j'arrive pour m'enregistrer, je vois que en 30-34, il y a 9 slots. Là, c'est la stupeur complète. Alors, très concrètement, j'aurais pu m'en douter. On est 413 30-34 sur 2450 hommes à peu près. Si on fait le calcul du ratio pour les 55 slots qui étaient disponibles, ça fait 9 et quelques. Donc c'était prévisible, mais pour le coup, j'avais pas du tout fait le calcul, j'avais pas la tête à ça la veille. Donc là, vraiment stupeur, 9 slots dans 30-34, et donc là, l'espoir renaît. Je suis d'un naturel assez optimiste, donc je dirais pas que la flamme était tout à fait éteinte, mais la flamme, elle était très petite et très fragile en allant à cette cérémonie de récompense, alors que là, avec 9 slots et une 30e place, bah, je me dis que ça peut le faire. Je me dis que y a peut-être une chance. Donc la cérémonie commence, les podiums d'abord, les slots pour les femmes qui iront disputer, elles, leur championnat du monde à Nice. Et là, début de l'allocation pour les hommes, en partant des plus âgés. Petit rappel, comment se passe une cérémonie? Les athlètes sont appelés dans l'ordre de leur classement, choisissent si oui ou non ils prennent leur place pour Hawaï, sachant qu'un slot peut ne pas être pris par un athlète car il est déjà qualifié, qui ne veut pas faire 2 Ironman sur une année, que c'est trop cher, qu'il n'est pas dispo, que ça l'intéresse pas, etc. Il y a une multitude de raisons qui permettent de rêver, même si on n'est pas directement dans les tout premiers de sa catégorie, et en l'occurrence si on n'est pas dans les 9 premiers, puisque là il y avait 9 slots. Donc le speaker descend le classement jusqu'à ce que tous les slots de la catégorie soient pris. Et donc là, les catégories s'égrènent, je suis attentivement les classements sur mon téléphone et je me rends compte que sur les 45-49, 40-44, 35-39, le dernier appelé, il est entre la 10e et la 15e place pour entre 5 et 7 slots en moyenne. Donc grosso modo, ça fait un ratio d'1 sur 2, un slot pris pour 2 athlètes. Donc là, pour le coup, cette stat-là, elle sent pas bon pour moi, ça voudrait dire qu'on descendrait à peu près vers la 18-20e place en 30-34.
Donc j'essaie de réfréner un peu mes ardeurs et j'essaie de me préparer finalement à être déçu, même si l'excitation évidemment monte au fur et à mesure qu'on se rapproche de ma catégorie. Et donc là on arrive en 30-34, appel du podium, donc des 3 premiers, personne prend le slot, le 4e, le 5e, pas de main levée. On arrive au 10e et là finalement il y a un seul slot qui a été pris lorsqu'on est au 10e. Et là la flamme elle commence à briller parce que il reste 20 places pour 8 slots restants. On peut dire que ça commence à sentir bon, ça sent beau, ça sent bien meilleur que ce que ça sentait déjà il y a quelques minutes. Entre la 10e et la 20e place, il y a 5 slots qui sont pris. Donc là, mon ratio d'1 sur 2 est respecté. Et donc on attaque la 21e place avec 3 slots restants. Et là, évidemment, si j'en parle, c'est que le miracle s'est accompli. Les noms s'égrènent et je comprends que ça va le faire. Mon nom est appelé. Donc là, c'est un grand yes qui traverse la finish line. Et du coup, me voici détenteur du jeton signifiant ma qualification officielle pour les championnats du monde d'Ironman qui auront lieu à Kona, Hawaï, le 26 octobre prochain. Donc là, je le dis de manière posée, mais c'est un rêve absolu qui se réalise. Hein. C'est un rêve que je nourris depuis que j'ai découvert. J'ai retrouvé le reportage d'ailleurs. Hein, je l'ai découvert sur France 2. J'ai découvert l'Ironman de Kona sur France 2 en 2007. À l'époque où, en tant que cycliste, je me disais que j'aimerais bien le faire, mais que je ne saurais jamais aussi bien nager et courir. Bon bah voilà, ce rêve est bien réel. Donc on finit ce week-end en apothéose, hein, ce week-end autrichien submergé par les émotions, absolument aux anges, content de prouver à moi-même, mais à tous ceux potentiellement que ça pourra inspirer, qu'avec le travail et un brin de chance, on peut atteindre des sommets, on peut atteindre ses rêves. Je suis très conscient que j'ai eu de la chance. Il y avait beaucoup de coureurs, il y avait beaucoup de triathlètes dans ma catégorie, ça veut dire beaucoup de slots dans ma catégorie. Un top 10 qui, pour des raisons que je ne connais pas, a décliné, pour la quasi-intégralité du top 10, a décliné sa place. Mais voilà, je pense aussi que ça confirme qu'il faut croire en ses rêves, aller jusqu'au bout de ce qu'on a décidé d'emprunter, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, on n'est jamais à l'abri de réussir. Donc ce podcast, il va continuer au moins encore quelques mois, car il va falloir se remettre à l'entraînement. Et j'ai envie de continuer à partager mes aventures à mon petit auditoire. J'ai pris une semaine complètement off après la course pour récupérer, pour souffler un peu, pour digérer toutes les émotions. Et là, je commence cette semaine petit à petit à refaire quelques séances, des séances sans forcer, au plaisir pour remettre un peu tout en place, profiter du soleil qui se sera fait rare pendant ma prépa. Et puis je vais, à partir de début juillet, repartir dans une préparation. Mes objectifs pour Kona, ils sont pas encore fixés. J'en parlerai dans un prochain épisode très probablement, mais voilà, ce que je sais déjà, c'est que j'ai à cœur d'aller faire le meilleur résultat possible là-bas, parce qu'au fond de moi, j'ai envie de laisser aucun doute sur le fait que j'ai mérité ce slot, et j'ai envie de prouver que j'ai bel et bien ma place sur ces championnats du monde. Donc en conclusion de ce très long épisode, et avant de me tourner vers une nouvelle page de ma préparation, je tenais quand même à terminer ça et à terminer par des remerciements. Je tenais à remercier tout le monde, ma compagne en premier lieu, ma famille, mes amis, pour le soutien indéfectible qu'ils ont montré avant, pendant et après la course. Et puis, d'une manière générale, à vous tous, mes auditeurs, qui que vous soyez, pour prendre le temps de suivre mes aventures. J'espère que vous en tirez du positif, que ce soit sur l'entraînement, ou la façon de voir les choses, ou simplement pour occuper un petit peu vos entraînements. Merci dans tous les cas, et à très bientôt.